Après 7 ans d'euphoria, la série s'est enfin terminée. Euphoria, saison 3, épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il faut avoir vu l'épisode en question car je vais tout spoiler. Donc allez voir l'épisode, finissez la série et revenez sur cette vidéo après car on va spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours, mais c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description quand épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts qui est génial. Vous avez même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous vous connectez avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement par plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous disent comment faire et je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et c'est plus accessible niveau prix aussi, comme la Roumanie, la Bulgarie et ça marche sur plein d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité aujourd'hui et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez envie de continuer à vous Nicolas Le Cage en paix. De même, quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très spécifique. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est basique. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous sommes donc face au dernier épisode de la série Euphoria et c'est assez intéressant parce que c'est l'épisode le plus long de l'histoire d'HBO en tant qu'épisode final de série évidemment et je comprends pourquoi. Il s'attaque clairement à tous les genres de cinéma qu'il avait installé déjà en termes d'ambiance et de thèmes narratifs depuis le début de la saison. Il conclut, je trouve, toutes les intrigues, alors pas toujours d'une manière intéressante ou satisfaisante, mais il les conclut toutes. Oui, je pense que ça va diviser, mais il faut évidemment en parler. Le début qui mélange thriller, presque slasher, limite à la Fincher, massacre à la tronçonneuse, t'as l'impression, avec cette esthétique sombre, claustrophobique, pour moi, c'est génial quoi. Ces endroits resserrés, le peu de lumière, un nazi qui chasse notre personnage principal. J'adore la manière dont Euphoria change d'ambiance et de genre limite plusieurs fois par épisode. Ça marche pas toujours très très bien, parfois c'est un peu le bordel, mais là, il a 1h30 quand même Sam Levinson, voire plus que ça, 1h38 si je dis pas de bêtises. Il a le temps de tout installer, de prendre son temps et de faire... Ouais, c'est un long métrage en théorie. Alors oui, ça reste les codes de la TV, mais c'est un long métrage ici. Et l'autre côté, c'est la sortie dehors, quoi, le retour du western. Grande étendue désertique, petite maison rurale, plan de haut pour montrer la solitude et cette infrastructure un peu à l'ancienne, d'époque, l'arrivée à cheval, le lasso. Il y a un côté vraiment cow-boy contemporain qui est évident, avec ce travelling avant, avec la voiture qui va vite et qui suit le cheval, la vitesse de la séquence, la caméra qui avance aussi. C'est un mélange d'esthétique de l'époque avec voilà, les techniques d'aujourd'hui. Et je trouve que ça marche vraiment bien, parce que tu passes du slasher il y a quelques secondes, thriller, au western, et ça rajoute encore un truc que je trouve bien, c'est après l'apparition de ce sniper noir, et je dis noir parce que c'est important je trouve, il y a un super dézoom qui montre la distance à laquelle il était, mais surtout c'est volontaire car ça crée encore une fois quelque chose de nouveau. Il emprunte beaucoup dans le dialogue, dans le changement de ton à la blaxploitation actuelle, et c'est marrant d'avoir un truc thriller, cowboy, western, blaxploitation, en 5 minutes quoi, en termes de genre, en termes d'efficacité d'ambiance, je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer, ils vont dire que c'est le bordel. Moi je trouve que pour Euphoria, ça marche bien parce que c'est quand même 8 épisodes qui te mènent à te faire accepter ce genre d'ambiance, ce genre d'univers. Et pour moi ça c'est vraiment solide quoi. Et ça permet de clore mais toutes les intrigues de manière assez parfaite. La police s'occupe de tout comme c'était prévu depuis quelques épisodes. Les nazis se chient dessus littéralement et se suicident comme leur chef évidemment. Et c'est la mise en place de tout durant cette saison pour en arriver là quoi. Et justement, voir ces nazis se suicider, essayer de s'en sortir en sachant qu'ils vont très bien mourir en quelques secondes, c'est assez satisfaisant parce que c'est toujours marrant de voir des racistes mourir, moi je le dis, hein, voilà, dans des séries et des films, c'est toujours quelque chose de satisfaisant, mais l'ambiance elle est dingue, elle est vraiment pesante, en même temps elle est montrée comme quelque chose de grave et dramatique, c'est limite triste ce qui se passe dans les visuels, mais c'est satisfaisant pour le contexte quoi, l'enjeu. Et du côté de la police, comme pas possible, t'as envie qu'ils se débarrassent de ces nazis. En plus, en termes de symbolisme,
bah c'est là, hein, c'est le rat mort, parce que le rat c'était Rue, évidemment, et comme le rat, Rue il passe après ce qui s'est passé ici. C'est ça qui est intéressant, et c'est aussi à cause de la police que Rue il passe au final. On va en parler dans quelques secondes, mais j'aime beaucoup la manière dont Faye reste coincée avec le nazi. Vous allez voir avec toutes les intrigues, hein, mais elles sont toutes très cyniques dans la manière dont elles se concluent, et la Faye, elle avait littéralement le choix de rentrer dans la voiture, elle fait du stop, elle aurait pu partir, laisser le nazi loin derrière. Mais elle fait le choix de rester avec lui. Et c'est ça un peu le symbole aussi de la série et de l'Amérique, parce que c'est ça que la série veut décrire, c'est l'Amérique. Même quand tu débarrasses de tous les nazis, il en reste toujours un. Il en reste toujours un qui va manipuler quelqu'un, qui va rentrer dans la tête de quelqu'un, et même elle, qui avait limite cette rédemption un petit peu, qui pouvait s'en sortir peut-être, elle finit quand même avec lui, quoi. Donc il reste des choses à raconter sur l'Amérique, par rapport à cette graine de nazi qui est toujours là présente, les femmes qui sont manipulées, le patriarcat, il y a toujours plein de mises en scène sur le patriarcat constamment, des fusils sur des pénis, ce genre de choses, et elle là, qui est soumise, qui est violentée, et qui finit quand même avec lui, quoi. Elle est vraiment en train de se faire groomer comme pas possible, une jeune femme avec le nazi, et pourtant, il y avait une échappatoire, quoi. Le mec était suffisamment loin pour qu'elle puisse s'en aller, partir, franchement c'était... parfait pour elle, quoi. Mais elle reste avec, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, thématiquement, et c'est ça le point de vue de Sam Levinson. L'Amérique, c'est vraiment de la merde, quoi. Les États-Unis, c'est vraiment un pays compliqué, et c'est ça qu'il va montrer tout cet épisode-là, et dans toute cette saison, d'ailleurs, de manière générale, c'est justement chaque personnage qui était si proche de s'en sortir, et ça finit quasiment à chaque fois très mal, quoi. Et on va parler de Cassie, justement. Je trouve qu'il y a une situation assez intéressante qui s'est dessinée avec Cassie, parce qu'elle prétend être OK. Elle prétend ne pas être chagrinée, endeuillée par ce qui s'est passé, alors qu'elle continue de vivre dans une maison qui est vide, seule, elle continue de se prostituer en ligne, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le plan de fin avec la différence de lumière, où il y avait quelque chose de plus chaleureux avec ce jaune en bas, et juste la lumière blanche avec cette lumière où elle doit utiliser des objets sexuels pour gagner de l'argent, mais elle n'a plus personne pour la protéger, elle n'a plus personne pour qui gagner de l'argent de manière générale, elle est dans ce manoir, seule, vide, sans émotion, et elle doit faire un travail qu'elle ne veut plus, qu'en réalité, son cœur n'y est plus. Et je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a plein d'idées de mise en scène par rapport à elle dans cette séquence. Il y a une lumière derrière sa tête vers la fin. Ça montre voilà, qu'elle était littéralement au sommet et que là, c'est juste quelqu'un qui va s'humilier, entre guillemets, en ligne parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Elle était au sommet de la maison quand Maddie est arrivée. Elle était montrée comme presque héroïque, comme une vainqueur. Et au final, quand Lexi s'en va... c'est une situation bien plus triste par rapport à ça. En fait, la dynamique, elle change beaucoup. Son spotlight est derrière elle, quoi. Là, elle va chasser une sorte de succès qu'elle n'aura jamais. Elle va faire ça toute sa vie. C'est un peu cynique, c'est un peu déprimant, mais il y a beaucoup d'idées de mise en scène par rapport à ça, à comment on traite du corps des femmes, surtout quand elles sont obligées maintenant d'être des travailleuses du sexe pour s'en sortir, car elle a sûrement encore des dettes, et elle doit garder cette maison, ce truc, mais justement ce grand manoir qui est censé être montré comme positif et beau, est montré comme triste, et je trouve que ce plan, qui fait très maquette d'ailleurs, est vraiment bien trouvé, avec pas mal d'idées constamment. Je vais pas toutes les faire, parce que c'est des choses que j'ai déjà répétées dans les présentes critiques, c'est les mêmes idées de mise en scène constamment, mais c'est triste au fait qu'elle soit condamnée à ça. Même elle, qui a fait de la merde, voilà, qui a vraiment déconné tout le long de la série, elle mérite peut-être pas ça. Au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les personnages ont des arcs qui se concluent assez mal, ce que je trouve assez intéressant, surtout ceux qui ont beaucoup fauté comme elle, mais c'est intéressant parce que même dans ça, il y a une sorte d'amour pour Nate qui reste, qui existe, même si elle pense qu'elle va bien, là elle est seule. Et je pense que le plus dur pour Cassie, ça a toujours été la solitude, donc le fait qu'elle soit seule à la fin, c'est une fin qui est vraiment horrible pour elle, mine de rien. Et j'aime beaucoup la discussion qu'elle a avec Lexi. Pour quelqu'un qui se prétend assez à droite, elle n'y connaît rien à la Bible. Pour le coup, elle a toujours été assez simple, disons les choses, Cassie. Mais Lexi s'y intéresse uniquement parce que Rue est décédée. Elle essaie de trouver un réconfort. Comme Rue avait un réconfort dans la Bible, la religion vers la fin, elle a envie de comprendre c'était quoi le réconfort de Rue. Elle a envie de comprendre pourquoi elle était dans ça vers la fin de sa vie. Elle a envie de comprendre tout ça. Du coup, elle se renseigne, elle essaie de lire, de comprendre, mais ça parle aussi un peu de l'hypocrisie des gens par rapport à la Bible. La Bible, c'est une œuvre qui est forcément mythologique aujourd'hui, un peu comme la série. Je pense que Sam Levinson, il voit sa série comme une sorte de mythologie aujourd'hui, une mythologie sur l'Amérique, sur les péchés humains, sur un peu voilà les travailleuses du sexe, sur l'ambition, sur plein de sujets que j'ai évoqués ces précédentes vidéos évidemment, sur l'addiction, le suicide et tout. Et là d'un coup, sa série devient un peu dans sa tête, je pense, mythologique comme la Bible. Et la Bible ne finit pas vraiment en beauté, quoi. C'est-à-dire la Bible, c'est comme une œuvre, elle le rappelle très bien, violente, qui est très patriarcale aussi, qui est très horrible, mais qui parle aussi de belles choses, du chagrin, de la peur, mais aussi de choses horribles comme la violence. Et c'est intéressant que Lexi s'y intéresse et qu'elle y voit une sorte de faux message, ou qu'elle y ait un regard cynique sur la Bible, car Sam Levinson, il a un regard cynique sur tout. Il a un regard cynique sur la religion, sur les travailleuses du sexe, mais surtout sur l'Amérique avant tout, et la Bible qui est vraiment au cœur
des États-Unis. Hein. La très grande majorité des Américains croient en Dieu et sont chrétiens. C'est intéressant de déconstruire un peu ça, d'avoir un regard externe de quelqu'un qui dit « Mais attendez, la Bible, c'est pas peace and love, c'est pas quelque chose de vraiment sympa, il y a quand même des choses brutales dedans. » Et c'est ça en fait la réalité, et l'Amérique pour moi, c'est ça qu'il veut partager, c'est la mythologie de la Bible et la mythologie d'Euphoria. Et je trouve que pour Lexi, c'est une fin assez positive parce qu'elle refuse de bosser pour Cassie, elle veut continuer à bosser de son côté, et j'avais peur qu'elle soit punie aussi, parce qu'encore une fois, Sam Levinson, il voit ces personnages de manière assez horrible de manière générale, et c'est ça qui est fort, c'est lui dire ok, elle a encore de l'espoir, elle a encore une chance, elle n'a pas fauté, elle a été victime des autres, mais du coup elle mérite peut-être de s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Je veux dire, Maddie, c'est un personnage qui est fascinant car elle a essayé d'être proxénète, d'être une agent, d'être une assistante et tout, mais ça s'est toujours assez mal passé, et elle veut quand même continuer, après ce qui s'est passé avec Nate, avec Cassie, de bosser avec Alamo, quoi. C'est quand même assez violent. C'est quand même, ça montre son socle moral qui se dégrade. Elle a plus rien à faire ici. Elle a compris que c'est le business de la mort en réalité. Mais elle reste là. Et elle devient elle aussi une sorte de prostituée parce que Alamo c'est ça quoi. C'est déjà sous-entendu l'épisode dernier qu'ils ont couché ensemble, qu'elle a été violée en réalité. Mais là elle se donne à Alamo. Bon, il y a j'imagine pas eu la scène en question, mais peu importe, elle était prête à se donner à Alamo pour le pouvoir, pour le business. Et c'est uniquement après, quand Ali la libère, elle est peut-être un peu heureuse, je le pense. Je pense que thématiquement, elle a très mal fini, et là en réalité c'est peut-être pas ce qu'elle veut, mais c'est la chose dont elle a besoin. Et je trouve que c'est toujours intéressant ça dans les séries télé ou même les films de manière générale. Ali, il a réussi à casser le cycle infernal dans lequel elle allait s'engouffrer, quoi. Elle allait être une prostituée à vie, peut-être elle allait être, je sais pas, bien payée ou quoi, mais ça allait être la prostituée d'Alamo pendant un moment. Donc là, le fait qu'Ali vienne fusiller Alamo et faire ce qu'il fait au strip club, il y a une sorte de libération, mine de rien. Ça fait penser à ce film, ce western, vous savez, Shane, si j'ai pas de bêtises, où littéralement on libère à la fin la vallée, ou je sais plus, c'est un village. C'est le film qui passe dans Logan, d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent. Mais en gros, c'est un mec qui libère, je crois que c'est une vallée techniquement, mais sauf que lui, il reste pas dans la vallée, il s'en va. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette série, c'est-à-dire qu'il y a genre des mecs comme Ali, comme Rue, qui vont libérer un peu la vallée, ils vont casser le cycle, mais ils n'auront pas le droit à la terre promise. C'est ça qui est intéressant. Alors, Rue, c'est littéralement Moïse, en fait, dans cette saison, et Moïse n'a pas eu accès à la terre promise. Et justement, le fait que Ali, que Rue viennent casser le cycle, ça libère des personnages comme Maddie, même si c'est pas forcément ce qu'elle veut. Même si elle a quand même un sourire à la fin, ça a l'air d'être assez positif par rapport à ça au final. Ça reste compliqué, vous imaginez, émotionnellement, moralement, mais je pense que c'est quand même une intrigue qui était assez intéressante, assez réussie. Je veux dire, oui, tout était pour moi bien fait concernant, évidemment, Lexi, Maddie, Cassie en termes d'intrigue dans cette saison. C'était pas parfait de A à Z, mais c'était quand même plutôt bien fait dans leurs arcs narratifs, dans ce que ça racontait, avec des imperfections, mais il y avait un truc quoi. Là où Jules, pour moi, c'est une déception absolue. Je veux dire, elle et Nate, c'est les points noirs. Nate, j'en ai parlé la semaine dernière, mais Nate, franchement, encore une fois, je pense à ce tweet blague qui disait que Jacob Elordi, il était sur le tournage pendant une semaine, il n'était pas avec les autres acteurs, il a rien foutu. C'est un peu la sensation qu'on avait avec Nate et on sentait que c'était beaucoup moins impliqué aussi de manière scénaristique. C'est un mec qui fait rien, qui subit. Et Jules, ce qui est décevant, c'est que c'est un personnage qui est fascinant par rapport à cet homme avec lequel elle vit, le fait que ce soit un peu son créateur, entre guillemets, parce que côté trans et chirurgie esthétique, et c'est aussi un peu son père. Il y a un truc un peu lugubre par rapport à ça, mais ce qui manque clairement dans cette saison 3, c'est Rue et Jules, quoi. Je veux dire, il y a cet hommage à Rue, d'accord, une peinture qui est jolie, mais ça manque de scène entre elles. Alors oui, apparemment, c'était sous-entendu, moi je suis pas spécialement d'accord, qu'ils avaient couché ensemble parce qu'elle a laissé, je sais pas, une chemise, je crois, à un moment, et le mec était pas content, mais globalement, c'est quelque chose qu'il fallait montrer, quoi. C'est quelque chose qui avait besoin d'être montré parce que Jules et Rue, c'était le cœur de la série pendant 2 saisons quand même. Et là, ils ont aucune interaction ou presque durant toute la saison. Tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de scène d'amour, je parle pas forcément de sexe, hein, mais d'amour tout court entre elles. C'est limite un peu platonique, bizarre. Et là, comme ça, d'un coup, c'est fini, il n'y a pas de moment entre elles, et pas de contact, pas d'émotion. C'est un peu le vide par rapport à ça. Et Jules, franchement, elle doit avoir quoi, 5, 6 scènes dans toute la saison. Peut-être j'exagère un petit peu, hein, mais pour moi, son absence, alors que c'était quand même le cœur d'Euphoria, c'est dommage. Qu'on aime ou pas l'évolution d'Euphoria par rapport à la saison 3, où c'est devenu une sorte de western biblique, un peu thriller bizarre, on peut ne pas aimer ça. Mais au moins, les personnages avaient quand même des suites à leurs intrigues, sauf Nate et Jules, qui pour moi sont assez ratés. Je veux dire qu'on aime Cassie, Maddie, Lexi, Rue, tout ça. Ok, ça continuait, c'était une évolution, même si on aime ou pas le changement. Cependant, là, Jules, qu'on aime ou pas le changement, il y avait rien à se mettre sous la dent, quoi. Et pour ça, c'est hyper décevant, t'as l'impression qu'elle est même pas dans cette saison. Tu sais pas pourquoi, comment, donc forcément j'étais déçu de ces arcs narratifs. L'hommage est un peu joli, mais bon, il s'est rien passé, quoi. En fait, cet hommage aurait mieux marché s'il y avait encore un truc, s'il y avait encore un sous-entendu qu'elles étaient vraiment encore ensemble et qu'on voyait ça peut-être un petit peu. Je demande pas de voir Vincent avec elle, mais qu'il y a un moment d'intimité, de beauté, de doute entre elles, quoi. Quand même,
c'est la relation principale dans Euphoria depuis le début, quoi. Il fallait juste un instant. Parce que si tu peux pas te raccrocher à un instant, tu peux pas non plus te raccrocher à littéralement Jules qui serait triste de la mort de Rue. En plus, on voit son mec débarquer juste là. Et c'est la première fois qu'elle est vraiment inspirée, qu'elle fait un truc pas trop sexuel, bizarre. Et là, d'un coup, en fait, il n'y a pas ce moment où on peut penser à elles deux ensemble cette saison. Et je trouve que c'est un petit peu dommage et c'est un peu raté par rapport à ça. Pourtant, le reste, je l'ai trouvé très solide quoi, dans l'épisode. C'est 1h40, mais ça va super vite parce que, oui, tout est bien fait. Tout est vraiment organisé de manière à surprendre et à faire des choix narratifs qui sont assez intelligents. Je veux dire, Alamo gagne contre les nazis. C'est lui qui a le droit à une vraie victoire, même si la police est sur son cul là. Alamo a gagné à ce stade. Et c'est grâce à Rue qu'il a gagné aussi. Il est conscient de ça et je pense que c'est aussi pour ça qu'il lui donne une mort moins douloureuse. Il lui donne une mort plus douce. Rue le comprend aussi un petit peu. Il y a ce mélange d'addiction. Genre lui, il savait très bien qu'il allait flancher, tomber dans l'addiction. De l'autre côté, elle était clairement intimidée et le mec l'obligeait à le faire. Elle savait qu'elle allait mourir, Rue. Elle savait, du coup, elle en a un peu profité, un dernier high, un dernier moment d'addiction. Mais Alamo l'a tué, c'est conscient, c'est véridique, tu le vois. C'est elle qui est d'accord aussi de mourir parce qu'elle n'a pas le choix de toute façon. Elle sait qu'il va y passer d'un point de vue à un autre parce que rappelez-vous, la semaine dernière, Maddie a balancé le fait qu'elle bossait pour la police. Donc elle allait y passer. Et je trouve ça quand même intelligent de la part d'Alamo de pas la tuer de manière violente en mode avec un gun ou quoi, ou comme il voulait faire avec le club de golf et le cheval, mais de lui donner une mort qui est plus facile à cacher, c'est-à-dire l'addiction, une addicte qui rechute, malheureusement ça arrive très souvent, et en même temps d'avoir ce côté-là où oui, c'est l'addiction, c'est quelque chose qui lui plaisait, c'est une mort un peu douce pour elle, quoi. Et ça que je trouve intéressant. On comprend très vite, qu'elle a quitté ce monde, qu'elle envoie Fez. Et je trouve que l'ajout de Fez est hyper intéressant car l'acteur est mort, quoi, premièrement. Donc tu t'attends pas du tout à revoir des anciennes images ou des nouvelles images. Je sais pas si c'est un flashback, ça, ou si c'est des images de tournage ou quoi, qu'ils ont jamais diffusées. Mais en tout cas, c'est un beau moment. Il est surprenant. Et quand elle veut aller sauver Fez, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce qu'ils vont le foutre en IA ou un truc un peu bizarre et tout, mais non, c'est des anciennes images, j'ai l'impression. Et ça surprend parce que tu t'attends pas à voir l'acteur et ça crée un truc assez touchant où tu te dis, ok, là c'est sûr, Rue est décédée. Elle voit sa vie défiler sous ses yeux. Je me rappelle plus de cette séquence pour le coup, moi, dans la série. Mais voilà, c'est un truc du passé. C'est assez touchant. Tu sais qu'il nous a quittés, ce qui rend les choses assez touchantes. Pareil avec Jules, cette séquence-là en voiture, je m'en rappelle. En tout cas, la vibe, je m'en rappelle beaucoup. Et la voit une dernière fois dans le rétro avant de la quitter. Elle reste dans le monde alors qu'elle s'en va, quitte ce monde. Je trouve que c'est encore une fois assez fort parce que l'ambiance est un peu onirique, presque idyllique aussi. T'es limite content qu'elle soit partie d'une manière paisible, réconfortante, forcément grâce à la musique, grâce à l'esthétique. Il y a un truc de mise en scène entre le montage, les couleurs, tout ça, qui est apaisant. Et je trouve que c'est vraiment bien le fait de revoir sa mère. Là, pour le coup, c'est pas apaisant du tout, quoi. C'est limite un peu horrifique. On voit à peine le visage de la mère. Ça fait limite film d'horreur, quoi. Ça qui est intéressant. Pourtant, quand il y a contact, quand tu vois qu'elle est contente de revoir sa plante, la maison, la mère, c'est reposant aussi, quoi. Même si l'esthétique donne plus cette impression-là, il y a un vrai contraste entre les deux. Il y a quelque chose de religieux, il y a quelque chose de passage vers une autre vie, une connexion genre divine, éternelle, vers le paradis, entre guillemets, et c'est beau ça. Et je trouve que c'est encore une fois le symbole de l'Amérique, cette Amérique qui a des rêves, qui a envie d'exister, qui est bousillée par la drogue, par le fentanyl dans ce cas-là, ce qui est un vrai problème aux États-Unis quand même, le fentanyl, un problème qui arrive de plus en plus en Europe aussi. Il suffit d'une rechute, même pas forcément volontaire dans ce cas-là, et c'est fini. Et c'est la critique de ça, de l'Amérique, des gens qui reprennent, des gens qui sont conscients d'un un système qui les a abandonnés, qui s'en fiche d'eux et tout. Donc c'est triste, mais c'est compréhensible. Et je trouve que c'est une belle mort parce que c'est la thématique du suicide qui est souvent revenue dans Euphoria. Et c'est touchant, quoi. En termes d'acting, c'est génial. Et elle a vraiment dégagé ces derniers moments de vie de manière assez fabuleuse, Zendaya. Et je trouve que c'est logique pour l'histoire parce que Sam Levinson, il a un point de vue très cynique sur ce qui se passe, quoi. Donc forcément, ça pouvait pas bien finir, en réalité. Et justement, ce qui est la grande force de cette saison 3, c'est le fait d'avoir remis Ali aussi bien dans l'œuvre, quoi. C'est un mec qui est encore dégoûté d'avoir perdu quelqu'un, parce qu'il a perdu tellement de personnes qui sponsorisaient, qui l'aidaient. Il essaie de retrouver un réconfort par la religion. C'est pas pour rien que la rue de la fin de la série, c'est Jérusalem Road. C'est pas par hasard, quoi. Ce genre de choses, mais il est au bout du rouleau, quoi, parce que le système, il a tout ce monologue devant justement les gens qui souffrent sur le système. Il a dit qu'il a laissé le christianisme, l'islam, mais justement le système, il détruit la foi des gens, et les gens, ils ont besoin de foi aussi à cause du système. Donc c'est un truc, un cycle infini autodestructeur du système qui les abandonne, et ils doivent prendre les choses entre leurs mains, quoi, ce qui n'est pas normal non plus. Tu comprends qu'ils craquent, et je trouve que c'est assez bien qu'ils ne craquent pas au point de tuer tout le monde dans Strip Club. Fallait pas que ce soit en mode fusilleur de masse ou quoi, mais ils viennent juste se venger
d'une personne, ça crée une séquence qui est géniale parce qu'il y a une vraie tension, premièrement. Je veux dire, quand tu prends le temps de faire les choses, quand tu as un long épisode, quand tu t'arrives à créer de la tension durant des séquences qui durent quoi, une vingtaine de minutes ici, et quand on a vraiment quelque chose à foutre des personnages, bah ouais, t'es à fond, surtout que pour lui, c'est le pire endroit possible, quoi. Il y a les péchés classiques qu'il avait lui, c'est-à-dire l'infidélité. Donc là, il y a des femmes partout. Ce plan, je trouve assez génial, mine de rien. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a tout ici. Il y a la violence et le fait qu'il soit en mode militaire. Putain, je me suis dit, mais attends, c'était un militaire avant. J'avais aucun souvenir de ça et je sais même plus si c'est un déguisement ou pas. Mais en tout cas, tu l'as jamais vu dans cette posture-là. Et d'un coup, le voir en mode symbole de la discipline, de l'armée, tout ça, qui vient se venger, ça crée un élément de surprise, je trouve, assez fort. Et Colman Domingo est génial, encore une fois. Et donc, cette séquence, elle arrive, t'es un peu comme ça, tu trembles un peu, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie que Ali survive, j'ai envie que Maddie survive aussi quand même. Alamo, pas trop, mais tu vois, il y a des gens qui méritent pas de mourir. T'es quand même assez impliqué dans ce qui se passe, mine de rien, car les enjeux sont présents, car il reste 20 minutes et ça va aller très très vite. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et lui-même, Alamo, je veux dire, il a une sorte d'épiphanie, mais il fait l'hypocrite. Alors l'épiphanie, c'est intéressant parce que c'est aussi un concept assez religieux d'avoir une épiphanie, mais en même temps, l'hypocrisie du mec, quoi. Le mec, tu sais, il se déresponsabilise totalement, quoi. Ouais, c'est la chatte qui m'a, il dit littéralement ça, Pussy qui m'a fait de moi comme je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est un mec qui cherche toujours des excuses. C'est un hypocrite, c'est un mec qui ment religieusement aussi par rapport à ses croyances et tout, au destin, ses conneries. C'est un mec qui fait genre il est content alors qu'en fait c'est un lâche aussi. Bref, c'est un lâche, violeur, tueur. Ça va pas du tout et il est symbolisé par ce serpent, quoi. C'est ça, ce serpent en cage qu'on voit à un moment. Le serpent, c'est ça, c'est le symbole. On a vu plein de serpents durant toute cette saison. Des serpents qui tuent, des serpents qui se font tuer. Et là, t'as le serpent en cage. C'est ça aussi, en réalité. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et moi, la séquence, je la trouve superbe car elle surprend tout le long, encore une fois, avec l'arrivée de Colman Domingo, Ali, le coup du taureau jeté qui casse le miroir, justement, encore une fois, le symbole de cette brutalité de cet homme. Entre la violence compréhensive de l'un et de l'autre, le traître barbare en Alamo, il respecte aucun de ses employés d'ailleurs, c'est ça qui va se retourner contre lui. Mais ça crée une séquence que je trouve assez folle, quoi, en termes d'esthétique. T'es venu au strip club tellement de fois que tu connais l'endroit par cœur. T'attends juste l'ébullition du truc. Et quand elle arrive, je trouve que c'est vraiment satisfaisant de ce point de vue-là, car justement, tout est en place pour créer la surprise, tout est en place pour pas penser qu'il se fout de notre gueule, Sam Levinson, et justement, son employé, qui symbolise quand même une forme de masculinité hyper intéressante. Je veux dire, il y a plein de phrases sur lui, qui a son petit chien masculin, mais avec un nom de fille, entre guillemets, c'est assez rigolo par rapport à ça. Et là où Alamo la joue, vous savez, patriarcal, un gars dur tout le long, lui est plus intelligent, plus ouvert par rapport à sa masculinité, moins violent avec les femmes aussi. On le voit jamais avec des femmes pour le coup, contrairement à tous les autres. Il est là pour faire son taf. Tu vois, il y a le détail du chien, la manière dont il a agi toute la série, tout ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et le symbole de lui qui fait tomber les balles dans le sang à la fin, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique pour le personnage, pour la série. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment fascinant par rapport à ça. Tu te demandes vraiment s'il bosse pas pour la police, d'ailleurs, si c'est pas un infiltré ou ce genre de truc. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui est plaisant depuis le début, qui faisait son taf quand même, parce qu'il n'aime pas les nazis, les racistes, mais en même temps, il cherche une rédemption, quoi. Il cherche un moment où il se dit, ok, j'ai fauté, je suis mal, mais il est dans cette limite où il est pas trop mal non plus, et tu peux accepter le fait qu'il trahisse Alamo à la fin, et que tu le comprennes, parce que justement la saison a bien fait son taf par rapport à ça, quoi. Et justement, cette séquence à la fin en mode western à l'ancienne est folle, avec le concept, forcément, voilà, c'est tous les hommages au western traditionnel de l'époque, avec la musique forcément, la mise en scène sur les portes, le huis clos du strip club, vraiment c'est classique western, ça donne envie, quoi. Tu sais qu'ils vont faire un duel à l'ancienne, et c'est ça qui est fun, et tu comprends grâce aussi à la fausse épiphanie, que le mec a de l'ego, que Alamo il est prêt littéralement à faire ce genre de conneries plutôt que le buter, parce qu'il se croit supérieur, quoi. Il se croit meilleur que tout le monde, et ça a toujours été un prouveur, c'est ça que je trouve assez génial, quoi. Et l'idée même de la bouteille pour la tension, c'est top, quoi. Avoir cette bouteille qui glisse progressivement, roule sur le bar avant de s'écraser, c'est super. C'est parce que surtout, Alamo trahit ses propres règles, encore une fois. Le mec n'a aucun respect, quoi. N'a aucune valeur. C'est ça qui est intéressant. Mais il est puni pour une fois. C'est ça qui est bien aussi. La mort, elle est satisfaisante grâce à ce twist. Et pendant que Ali attend littéralement que la bouteille explose, quoi. C'est ça qui est bien. Ça joue sur la tension, ça joue sur la surprise. Tu t'attendais vraiment limite à ce que Alamo gagne. Et ça fonctionne bien esthétiquement. Parce qu'il y a ce truc western où tu sais comment marche un western. Et tu sais qu'il y aura ce duel qui arrive, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une séquence réussie. Qui fait grave plaisir dans ce genre de série qui n'arrive pas du tout à avoir une fin convenable en général. Parce que là, je trouve que la fin, elle est super pour la série. En réalité, je trouve que la fin, elle est certes cynique pour quasiment tous les personnages. Même Ali, il a tout perdu. Et il se retrouve quand même avec des gens qui sont religieusement assez extrêmes. Mais c'est ça le message de l'œuvre, c'est qu'en fait, tout le monde finit mal, ok. L'Amérique, c'est un peu la merde, mais si on crée une communauté,
si on s'entraide les uns les autres, il y a peut-être de l'espoir, quoi. Même si l'espoir, il est un peu cynique, encore une fois. Il y a, vous savez, ce symbole avec la vache et son enfant à la fin. Il y a justement cette communauté isolée au milieu de nulle part qui représente un peu des valeurs, mais c'est l'Amérique rurale, un peu compliquée, un peu extrémiste. Donc ça qui est intéressant, c'est le niveau un peu de complexité de cette fin, où tu dis, ok, il a l'air un peu apaisé pendant un moment, mais quand même, c'est des gens religieux qui ont des vrais problèmes, qui sont quand même assez extrêmes, mais en même temps, parfois ce réconfort d'une communauté, il est intéressant, et ça nous pousse dans des retranchements assez nouveaux. Donc c'est encore une fois, voilà, une morale religieuse problématique. Mais en même temps, bah, quand t'es seul, quand t'as tout essayé, quand t'es perdu, comment on fait, quoi? Donc je trouve que la fin, elle est magnifique. Encore une fois, cette imagerie très Jésus, prophétique, pas Moïse dans ce cas-là. Mais voilà, il y a ce truc où vraiment c'est l'élu, elle s'ouvre sur le monde, il y a un dernier moment où il la voit. Moi, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est une super fin. Je dis pas que c'est l'une des plus grandes fins de série de tous les temps. Je pense qu'elle va diviser, mais j'ai trouvé touchante, j'ai trouvé bien faite en termes de mise en scène. Scénaristiquement, c'était solide parce que la saison était solide. Est-ce que c'est la pire des 3 saisons? Je pense que oui. Je pense que la première reste la meilleure parce que t'as le choc, t'as la surprise. La deuxième, moins mémorable, mais bien. Et la troisième, imparfaite, mais quand même bien, quoi. Il y a quand même de vrais moments qui sont super réussis. Donc ouais, moi je trouve que c'est bien. C'est une conclusion qui m'a pas déçu. Je dirais pas que c'est exceptionnel. Enfin, si on prend l'intégralité de la saison, je dirais pas exceptionnel, mais quand même cet épisode-là était vraiment bien. Je sais pas si ça va diviser, je sais pas si ça va plaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé, donc je suis assez satisfait de cette saison 3. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais je pense que lorsque les gens regardent la série pour de vrai, plutôt que regarder des clips sur Twitter ou TikTok ou je sais pas quoi, quand ils regardent la série en intégralité, bah, ils comprennent qu'en fait il y a un truc vraiment bien fait dans cette saison qui fait kiffer. Donc franchement, moi je recommande cette saison 3. Et en vrai, je recommande Euphoria. Je trouve que c'est l'une des séries les plus intéressantes, même aujourd'hui, de ces dernières années. Imparfait sur la durée, mais quand même, ça vaut le détour et c'est le mérite d'être clairement vu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'était un plaisir de critiquer Euphoria durant ces 8 semaines avec vous. J'ai envie d'avoir votre avis pour cette dernière critique. Dites-moi ce que vous pensez de l'épisode. Dites-moi ce que vous pensez de la série. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch où je crée du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.